Hello! Bienvenue sur le Sens au carré, une discussion sur la quête de sens à deux voix. Moi c'est Apolline. Moi c'est Lucie. Et on va vous parler quête de sens. 45% des jeunes ont la flemme de sortir de chez eux, selon un sondage Jean Jaurès et Ipsos réalisé en 2023. Alors avoir la flemme, manquer de motivation, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer d'y répondre sur cet épisode. Moi, c'est Apolline. J'ai créé un média qui s'appelle La Piscine, qui se penche sur les questions à se poser avant de se lancer dans le grand bain d'orientation. Et j'aide à la fois les personnes minorisées à s'engager dans des carrières de sens et les entreprises à créer des environnements plus durables et inclusifs. Et aujourd'hui, je m'associe avec Awake pour pouvoir vous donner des clés un peu plus personnalisées sur comment créer votre propre ligne de nage. Et moi, c'est Lucie. Aujourd'hui, je suis responsable digital chez Awake et aussi facilitatrice de vocation. En 3 ans, j'ai réalisé plus de 700 heures d'animation et j'ai accompagné plus de 6000 jeunes. Donc la connaissance de soi et l'accompagnement des autres, ça me connaît. Je suis aussi comédienne et passionnée de comédie musicale et également ingénieure informatique. Donc toutes les questions sur l'intelligence artificielle et les bases de données et logiciels, autant vous dire que ça me passionne également. Et Awake, c'est l'entreprise sociale qui cherche à aider les jeunes à mieux se connaître pour libérer leur potentiel et trouver sa voie en concevant et animant des ateliers de connaissance de soi auprès des établissements scolaires directement dans la classe des jeunes pour les jeunes qui ont entre 15 et 30 ans. Comment j'ai réussi à donner du sens à tout ça? C'est exactement ce que j'ai envie de vous partager à travers ce podcast avec Apolline. Et surtout, bonne écoute! Comment je te dis que 45% des jeunes ont la flemme de sortir de chez eux? Est-ce qu'elle fait partie de ces 45%? Alors, j'aimerais pouvoir te mentir, mais il m'arrive de faire partie de ces 45%. Il y a des jours où je me sens pas forcément motivée, pas forcément engagée, j'allais dire au taf, mais je travaille pour moi. Et où je me pose un peu des questions sur, mais au fond, qu'est-ce qui me motive? Je sais pas si toi, c'est quelque chose qui te parle aussi au contraire. En tout cas, moi, te connaissant, j'ai l'impression que tu fais plutôt partie des pourcents restants qui sont toujours à fond, toujours motivés. Et j'aimerais vraiment beaucoup connaître ton secret. Bah, sache que je suis une personne sans faille, donc effectivement, je suis toujours motivée. I Non, knew it. c'est faux. Non, en fait, c'est aussi surtout parce que très souvent, je suis pas du tout motivée, mais que c'est quelque chose qui me convient pas, que j'essaye de changer la donne. What do you mean? What do I mean? I mean que, par exemple, quand j'ai fait mes études, c'était pas particulièrement quelque chose qui me motivait de base, mais j'aimais pas l'idée de pas être motivée. Oh, ok. Et je pense que c'est notamment ça qui m'a poussée à me dire non, tu vas y aller, parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est réussir, ce que tu veux, c'est aller au bout. Et je pense que c'est ça qui m'a vachement poussée à trouver un sens de ce que je faisais. Et le jour où j'ai rencontré Awake, je suis littéralement tombée amoureuse de la mission d'aider les jeunes à trouver de la cohérence, à trouver leur bonne place et à libérer leur potentiel. Là, j'ai vraiment trouvé une motivation de ok, ton but c'est d'aller là-bas, c'est de pouvoir construire quelque chose pour cette mission-là. Donc, tu vas finir tes études, tu vas récupérer le plus de compétences possible pour devenir une espèce de super-héroïne qui va pouvoir aider cette mission. Tu vois. Je pense que c'est vraiment ça où j'ai cherché un peu désespérément du sens et une motivation à attends, ces études d'ingénieur, elles sont trop cool. Il faut que tu trouves du sens. Ok. Oui, donc la motivation, elle était d'une certaine façon déjà là. Mais c'est assez connerie puisque en cherchant un peu et en préparant cet épisode, j'ai regardé, tu vois, d'où ça venait la motivation. Et c'est vrai que moi, je fais beaucoup la différence entre ce qu'on appelle, enfin, la motivation, ce qui nous pousse à agir, comme dirait le Larousse, et ce qui est plus du ressort de la discipline. Genre, par exemple, moi, quand je parle de mes études, quoique, je pourrais te donner l'exemple du pourquoi, du comment j'ai terminé en prépa littéraire, c'était que j'étais super excitée à l'idée de pouvoir me plonger dans les livres, dans des lectures à longueur de journée. Mais si j'y ai passé 3 ans, c'est aussi qu'il y avait un peu ce côté discipline, j'allais dire quasi chiant qu'on peut avoir en tête, de routine, dans lequel, j'avoue, j'adore aussi me lever comme dans un week-end, qui était plus du ressort de, ok, c'est une tâche que je dois répéter tous les jours. Mais au fond, il y avait cette chose première, donc, qui pour moi est du ressort de la motivation, qui m'a un peu donné le push nécessaire pour me lancer dans ce grand bain. Et je crois, je termine avec les informations plus ou moins utiles pour pouvoir briller en société, mais qu'en latin, la racine, c'est le verbe movere, donc qui veut dire se mettre en action, se mettre en mouvement. Et c'est un peu la même racine que les émotions, qui sont aussi des choses qui viennent, tu peux pas les gens ne peuvent pas me voir, mais je suis en train de trifouiller mes tripes, mais c'est des choses qui vraiment en fait viennent des tripes et te poussent à agir et à faire des choses.
que ce soit donc dans le domaine plus émotionnel ou dans le domaine du taf, du sport ou autre. C'est marrant parce que dans nos ateliers, l'atelier sur les valeurs et motivations s'appelle Trouver ses leviers d'action. Ouais, donc c'est exactement Donc c'est ultra ce côté ultra qu'est-ce lié, quoi. qui te met en action et qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir te lancer ou non dans une certaine direction. Et je vais revenir sur ce que tu disais sur tes études, où tu avais ce côté où tu disais que t'étais pas forcément motivée parce que t'avais pas de sens. Et dans ce cas-là, c'est quoi pour toi être motivé? Pour le coup, être motivé, je rejoins assez la définition qu'on a chez UEC, qui est que la motivation, c'est la route principale sur laquelle tu es et tu circules avec ta petite voiture ou ton petit vélo, qui est Oui, toi-même, nous sommes écolos. ton petit vélo. Et sur le côté, tu as des espèces de jalons, des petites barrières qui représentent tes valeurs, qui t'aident à rester sur le bon chemin. Ma motivation à moi, je la connaissais pas forcément de façon claire. Par contre, je connaissais la bonne recette pour rendre fiers mes parents ou pour rendre mes parents contents. Et comme je connaissais cette recette, je pense que j'avais envie de la perpétuer. Et c'est seulement après où je me suis dit, mais wesh, en fait, moi je veux quoi? Ah, mais super intéressant. Donc ça veut dire que c'est un peu en vrai, donc là je fais une digression totalement, mais comme la confiance en soi. Donc t'as la confiance en soi qui est endogène, donc c'est-à-dire plus des motivations profondes qui sont relatives à la manière dont tu te perçois et dont tu perçois ta valeur. Et la confiance en soi, donc qui est plus liée justement à des critères exogènes, où là c'est plus la façon dont les personnes te perçoivent autour de toi qui vont définir ta valeur. Et donc là, la façon dont tu décris la motivation, c'est un peu passé de la définition exogène de comment mon entourage et ma famille peuvent me percevoir et percevoir mes actions, à comment je trouve moi mes moteurs intérieurs et comment je prends du recul aussi sur ces premiers moteurs que j'avais quand j'étais plus jeune. Et donc la question que j'ai pour toi, c'est déjà à quel moment t'as eu un peu ce passage de l'un à l'autre, et quelles sont les différentes choses que t'as utilisées pour pouvoir justement faire sortir tes motivations profondes et un peu t'émanciper de tes motivations précédentes. Ouais. C'est une question qui est hyper intéressante parce que moi, en tout cas, ça m'intéressera d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu un jour le déclic, vraiment, de me dire ah, ok, c'est ça mes motivations. Alors, sauf le jour où j'ai fait la formation valeurs et motivation avec UEC, où là, effectivement, on utilise le modèle de Spranger. Allez vous renseigner, il y a plein de choses très chouettes. Moi, je le connais pas. Donc, sur le modèle de Spranger. What is it? Alors, le modèle de Spranger, t'as 6 motivations. Donc, on se base vraiment sur ça. Après, t'as plein d'autres modèles, mais c'est là qui parle de motivation intrinsèque, extrinsèque. Mais il se trouve que moi, je préfère celui-là. Oui, intrinsèque, extrinsèque et même pas endogène. C'était les termes que je cherchais. Le fast checking en live. Yes. Donc, tu vas avoir ces 6 motivations qui vont donc être la cognitive. J'aime apprendre. L'esthétique. J'aime ce qui me donne de l'harmonie. Et non pas j'aime me faire des ongles. Mais ce qui me donne de l'harmonie, ce qui est beau en général. Aussi bien psychologiquement que physiquement. L'utilitaire. J'aime ce qui m'apporte un retour sur investissement. En termes de temps ou en termes d'argent. Et souvent, les gens ont plus de mal à se dire qu'ils ont une motivation utilitaire. Parce que c'est opportuniste. Mais la réalité, c'est que c'est très très utile. La motivation individuelle. Je veux faire des choix où je m'affirme moi pour mes avis. C'est vraiment centré sur l'affirmation de soi. La motivation sociale. Je veux aider les autres de façon générale. Presque un petit peu même sauver en fait les autres, sauver le monde, faire en sorte que le monde aille mieux. La motivation traditionnelle. Je veux répondre à des valeurs fortes qui me dépassent. Ce qu'on va retrouver chez des pompiers, chez des coachs sportifs, des personnes qui s'engagent dans la religion très fort. Et donc, il y a ces 6 motivations-là. Donc, le jour où j'ai fait la formation, j'ai compris que j'avais une très forte motivation cognitive et esthétique. Donc, besoin d'apprendre pour avoir un équilibre dans ma vie. Mais aussi utilitaire. J'ai besoin d'apprendre pour avoir de l'équilibre parce qu'il faut que ça me serve. Et si je n'apprends plus, c'est donc que je perds mon temps. Et donc, j'ai un déséquilibre dans ma vie. Et à ce moment-là, tout va mal. Et il faut que je change tout ce qu'il y a dans ma vie. Ce triptyque résume à peu près énormément de mes relations amoureuses. On va pas se mentir. Mais le jour où j'ai appris ça dans cette formation, je me suis dit, ah mais d'accord, en fait, je comprends maintenant les choix que j'ai fait en amont, je le savais pas, et maintenant, j'arrive mieux à m'orienter grâce à ça. Mais tu vois, c'est parce que j'ai fait cette formation-là et que j'ai accompagné des centaines de jeunes sur ces questions-là que j'ai pu me dire, effectivement, je me rends compte qu'il y a un pattern,
Mais avant, j'aurais dit que oui, je pense ma motivation d'apprendre et ma curiosité, ça c'était quelque chose que je savais. Mais le fait que j'avais besoin d'équilibre, de stabilité, d'harmonie, pas du tout. Puis alors le besoin avant d'assumer que j'avais une motivation utilitaire qui était forte, donc de retour sur investissement. Là, je pense que pareil, j'en étais très loin, tu vois. Ok. Et du coup, toi, comment t'as trouvé du sens et comment tu t'es motivée alors à part par la routine et la discipline, tu vois, mais comment t'as trouvé tes motivations et ton sens, toi? Eh ben, je découvre ton modèle de Spranger. Ouais, C'est ça? Spranger, ouais. Ouais, le modèle de Spranger. J'avais jamais réfléchi à la motivation en ces termes-là. Mais si je devais reprendre un peu ce modèle, je pense que moi, la motivation cognitive, elle est très forte. Je sais que j'ai beaucoup besoin d'apprendre dans ma vie de tous les jours. J'ai beaucoup ici besoin de créer des choses qui sont esthétiquement belles, mais que ce soit dans la tonalité des choses que je fais ou des choses que je peux designer. Mais moi, je suis toujours partie de choses peut-être, j'allais dire un peu plus macro, mais plus me fixer des boussoles de choses qui me semblaient importantes et intéressantes. Par exemple, je fonctionne aussi beaucoup par cycle. C'est un truc que j'ai beaucoup appris ces dernières années. Mais là, je suis dans mon cycle exploratoire sur la quête de sens. Et quand j'y réfléchis, j'ai un peu listé les choses qui me semblaient être importantes pour moi dans ce domaine-là. Donc, est-ce que c'est, je sais pas, plus, tu vois, en termes, j'allais dire, entre guillemets, avec énormément de guillemets, mais de réussite, est-ce que c'est moi trouver ma propre définition du sens? Est-ce que c'est embarquer X personne dans cette quête de sens aussi? Et en fait, à partir de là, je vais un peu faire une sorte de hiérarchie de choses qui vont me tenir à cœur pour pouvoir mettre en place les différentes routines dont je parlais tout à l'heure. Tu vois, je peux te donner un exemple qui est un exemple, j'ai l'air un peu nul, mais pas du tout, du fait que je passe beaucoup sur les réseaux sociaux et un de mes objectifs de ces derniers mois, c'était d'arriver à trouver ma patte et arriver à trouver un peu ma voix, mais non pas VOI-E, mais VOI-X, cette fois-ci, sur les réseaux et ailleurs, et arriver un peu à affirmer toutes ces motivations profondes au monde. Et donc, je m'étais plus fixé des objectifs en termes de régularité. Donc, c'est pour ça que je parle de discipline, de quel serait le rythme que je pourrais arriver à tenir pour faire en sorte, justement, de travailler cette voie, travailler cette patte. Et la motivation première, c'était cet objectif de me dire, là, j'ai besoin de m'affirmer d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu parfois difficile et un peu bâtard de réfléchir à cette question de motivation. Parce que je fais encore une fois un geste de cercle, je l'écris pour les personnes qui nous écoutent, mais vraiment de dire que c'est quelque chose qui est un peu à la croisée de différentes réflexions qu'on peut avoir. Parce qu'on peut aussi prendre la question de la motivation par le biais des valeurs dont tu parlais tout à l'heure. Donc de se dire, moi, quelles sont les choses que j'ai envie de défendre dans la vie, quelles sont les choses qui me tiennent à cœur, quelles sont les choses que j'ai envie de sublimer dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Et tu vois, tu parlais de bienveillance. Moi, je sais que il y a ce côté aussi de justice sociale ou de justice climatique qui peuvent être très présentes dans la façon dont j'aborde les choses. La valeur transparence et authenticité qui font partie de la façon dont j'essaye d'incarner ma marque ou mon média. Ouais. Je peux avoir des valeurs très différentes qui vont, je dirais, interagir avec la même motivation. Par contre, ça va te créer deux personnes qui sont totalement différentes parce que leurs valeurs, leur histoire de vie sont pas du tout les mêmes. Et il y a quelque chose tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé, dont tu as parlé. Et je pense que ça, c'est un très bon tip. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent parfois ont du mal à savoir leurs valeurs. C'est demandez-vous ce qui vous énerve. Moi, j'adore. Alors, plus que ce qui vous énerve, des fois, je parle de qui vous énerve. Ah oui, ouais. Parce que des fois, c'est l'enfer, c'est les autres. Non, mais des fois, c'est beaucoup plus simple de se dire, dans mon entourage, dans les personnes, dans les choses que je lis, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui me titille? Souvent, ça peut être un truc exacerbé de notre personne, mais ça peut être aussi en réponse à des valeurs intrinsèques qui entrent en contradiction avec la personne en face. Plus qu'une situation. Toi, est-ce que tu aurais une expérience personnelle où tu étais particulièrement dans le down et démotivé? Et qu'est-ce qui t'a aidé à retrouver la motivation? Quels sont les tips que tu as mis en place ou a posteriori, comment tu te rends compte que tu as mis en place des outils? Ouais, je pense que je parle beaucoup de sport, mais parce que je sais que c'est quelque chose qui pour moi est un peu cristallise toutes ces questions de motivation et de façon dont ça peut fonctionner. Mais tu vois, je repense au moment où je me suis mise au CrossFit et que j'ai découvert cette pratique, je veux dire magnifique, mais aussi masochiste, où au début j'étais vraiment claquée. J'adorais le fait de me dépasser. C'est aussi, je pense, une de mes motivations profondes de tester mes limites et de les dépasser. Mais il y avait vraiment ce truc où j'étais très régulièrement en échec. Et donc la question que je me posais, c'était
putain, mais à partir de quand je vais vraiment me voir progresser? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'accroche pour ça? Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le côté discipline, où je m'étais dit, bon, bah, ok, je me laisse tant de séances et tant de temps pour pouvoir un peu explorer cette pratique sportive. Et à partir d'un moment, je pourrais faire le point et voir justement s'il y a un progrès particulier. C'est super important de se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler plutôt que sur le résultat en tant que tel, puisque ça peut prendre un temps immense et super relou justement de mettre le doigt dessus. Et tu vois, par rapport au CrossFit, moi, ça a pris, je pense, bien 2 mois et demi avant de commencer à avoir les premières évolutions à la fois corporelles et en termes de performance. Et c'est ça qui, en fait, a répondu à ma mission profonde de dépassement de mes et qui a fait que je me suis sentie apte après à me dire, OK, en fait, ça fait partie du processus d'être claqué to the ground et d'avoir un plateau pendant un certain temps. Et donc, d'accepter après les hauts et les bas que je peux traverser. Et tu t'étais donné combien de temps? Et je m'étais pas, c'est pas que je m'étais pas donné d'horizon temporel, mais je me donne toujours un horizon temporel qui dépasse le progrès que je vais faire. Donc là, je crois que c'était pendant, j'ai dû me dire, OK, je me donne 6 mois. OK. Et je vais pratiquer 2 fois par semaine. Mais je savais que potentiellement dans ces 6 mois, je verrais déjà les premiers effets. Mais tu vois, pareil sur le côté, je vais poster en ligne et je vais voir quels seront les retours. J'utilise une application d'ailleurs, si certains et certaines ont du mal avec la motivation, j'utilise une app qui s'appelle Polar Habits, qui est vraiment trop cool et qui est gratuite et qui en fait nous permet de voir un peu sous forme de courbe exponentielle des habitudes qu'on prend plutôt que de se dire OK, si j'arrête, ça va casser tous mes efforts précédents. Et c'est vraiment trop cool parce que là, ça va faire bientôt 1 an que je poste de façon ultra régulière en ligne. Et tu vois, les résultats, je les sens et je les vois et je les incarne dans la façon dont je commence à rédiger mes trucs où je me sens beaucoup plus à l'aise. Et là, la temporalité, je m'étais dit 1 an. Mais je savais que potentiellement en 1 mois ou 1 trimestre, j'allais voir déjà certains effets. OK. Bah ça, tu vois, c'est intéressant parce que justement, c'est un exemple de motivation utilitaire. Comme on l'utilise nous. De motivation utilitaire. Comment? Je me donne un temps. Ah ouais? Ouais. Et si ce temps-là que je décide d'investir, il est rentable, alors on est sur un investissement que je suis prête à continuer. Et tu pourrais simplement, si t'avais aucune motivation utilitaire, ça serait, bah j'aime bien écrire, donc je le fais. Ah, mais il y a une différence entre j'aime bien écrire et je le fais, parce que ça, je le fais quotidiennement, quel que soit le support. Mais c'est le côté de je poste qui est différent et qui est plus une motivation, un côté dépassement des limites. Je vois plus comme ça. Parce que c'est quelque chose que je fais pas ou que je fais pas régulièrement. Et donc, c'est une obligation supplémentaire que je m'ajoute. Ouais, mais la question à ce moment-là, c'est pourquoi tu te mets cette obligation? Parce que je trouve ça intéressant, encore une fois, plus sur le côté apprentissage, d'explorer une nouvelle manière d'écrire et de maîtriser de nouveaux codes et un nouvel environnement auquel je ne suis pas du tout familière. Et après, t'as un retour sur investissement parce que effectivement, j'ai rencontré des personnes trop cool, on commence à faire des choses, il y a des opportunités qui arrivent de par cette action-là. Ouais, donc d'abord l'apprentissage. Ouais. À l'origine, c'est de me dire, je me sens pas du tout à l'aise en ligne, je sais pas comment faire porter ma voix, donc vas-y, je teste et vas-y, j'apprends. Parce qu'en parallèle, tous les jours, je me tape des threads sur Twitter, enfin sur X, sur comment tu écris en ligne, comment tu vas pouvoir designer un bon storytelling, comment tu vas pouvoir mettre en place des templates tout appropriés, certaines, j'allais dire frames, mais certains schémas justement d'écriture pour muscler cette nouvelle partie que j'ai jamais investie avant. Parce que je considère, et même si je suis encore en apprentissage, que par exemple l'écriture d'articles de blog ou de newsletter, je commence à un peu plus investir cet espace-là avec ma plume. Et cet apprentissage que je fais sur les posts, en fait, ça va avoir un impact sur mon apprentissage de tous les autres formats. Que ce soit la façon dont je vais filmer les vidéos, dont je vais concevoir les épisodes de podcast qu'on est en train d'enregistrer ou tous les autres, et dont je vais pouvoir aussi avoir des relations avec les gens. Donc c'est, en fait, cette motivation première d'apprentissage a eu un impact sur tout le reste de ma life. Bah, je pense qu'elle est hyper puissante là, pour la motivation de... Je pensais pas être aussi enthousiaste en parlant de mes threads sur Twitter. Comme quoi. Non mais, comme quoi, quand t'as quelque chose qui te motive,
En fait, ça se Oui. voit tout de suite. Moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que quand je raconte aux gens que je rencontre dans les dîners de famille, ce que je fais dans la vie, et que je parle de comment ça se passe avec les étudiants, Oui. comment ça se passe dans nos ateliers avec eux, ouais, qu'est-ce qu'on fait. Parfois, je râle parce que c'est des anecdotes qui sont rigolotes, mais où ça me prend aussi beaucoup d'énergie parce que je ne sais pas si vous savez, mais intervenir en prestation devant d'autres gens, c'est un peu comme faire parfois du stand-up devant des gens qui n'ont pas envie d'être là. Et donc, parfois, c'est très compliqué. Et parfois, on arrive à trouver, de plus en plus souvent, quasiment tout le temps, le bon angle qui fait que tu les embarques tout de suite. Et donc là, après, c'est l'autoroute du fun et l'autoroute du kiff, et eux aussi repartent impactés. Mais parfois, ça demande un peu d'énergie. Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai toujours des gens qui disent « Ah ben, en tout cas, j'ai pas tout compris ce que tu fais. Par contre, ça a l'air de te passionner. » Ouais. Et moi, je me rends pas compte, parce que j'en parle comme mon quotidien. Mais je pense que comme c'est quelque chose qui me motive, je dois avoir les petits yeux qui brillent quand je me parle, sûrement plus que quand je parle de la recette du cookie, même si j'adore les cookies. Je pense que ça me passionne pas autant, mais parce que j'adore découvrir les histoires de tous les étudiants que je croise, j'adore découvrir leur façon de parler, leur façon d'apprendre d'eux. Puis en plus, comme qu'en étant comédienne, à chaque fois je me dis, ça serait un très bon personnage. Ça serait une très bonne idée. Tu fais de la recherche terrain. C'est un peu de la recherche terrain, mais t'es un peu un espèce d'explorateur anthropologue. Alors du coup, ce qui m'amène au point qui pour moi était assez chouette, c'est que aujourd'hui, donc on parlait de la stat que 45% des jeunes enfants sortent de chez eux, et issus de la même étude, aujourd'hui on a 30% des 18-30 ans qui sont d'accord avec le fait qu'il faut souffrir pour réussir. Et quand on prend la tranche des 35-60 ans, on est plutôt sur 55% des gens qui sont d'accord. C'est proche des 60%. Attends, en fait, je reprends ce que tu es en train de dire, ça veut dire surtout que 70% des personnes ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, ok. J'avais juste besoin de me remettre à l'envers. Mais ok, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est trop cool. Ça va plutôt dans le sens du fait que s'ils sont pas d'accord pour dire qu'il faut souffrir pour réussir, c'est donc qu'ils ont la flemme, donc ils ont pas envie de faire d'efforts. Mais du coup, j'ai une deuxième stat pour contredire ça. C'est que tu vas avoir environ 65% de cette même tranche d'âge, 18-30 ans, qui se définissent comme ambitieux. Là où tu as environ juste 50% de la deuxième tranche d'âge des 35-60 ans, eux, ils se considèrent pas forcément comme ambitieux. Ok. Et je trouve ça trop intéressant de voir la comparaison entre justement ce truc de toute façon les jeunes ont la flemme, ils sont pas motivés, mais ces mêmes jeunes-là dont on parle, en fait, ils se considèrent comme ambitieux. Mais c'est pas du tout antithétique, de toute façon. C'est pas du tout antithétique. Mais toi et moi, je pense qu'on le comprend. Oui, mais même, tu vois, le dernier épisode qu'on a fait sur le talent. les talents, c'est vraiment cette chose aussi de se dire, ce qui fait sens, c'est déjà tout ce qu'on est en train de se dire sur les motivations profondes, ses valeurs, etc. Mais c'est aussi un état d'esprit où je pense c'est plus essayer d'aller vers nos facilités, donc ce qui nous met dans une zone de kiff et de génie au quotidien, là où on peut être ambitieux et ambitieuse sur l'impact qu'on peut avoir, les formats qu'on peut développer, les choses qu'on peut inventer ou réinventer. Ce que je trouve beaucoup plus antithétique en revanche, c'est plus de se dire il faut souffrir au travail et justement il faut être ambitieux quand t'acceptes qu'il faut souffrir au travail. Je comprends pas, mais ça c'est vraiment une question que je te pose, je comprends pas comment tu peux vouloir être ambitieux dans quelque chose qui te fait souffrir au quotidien. Je pense qu'il y a cette idée qui est pas forcément une idée que je partage, mais il y a une idée qui se dit que si tu souffres, en tout cas si tu fais un effort supplémentaire dans ton taf, c'est ce qui va t'amener au succès par rapport à ceux qui n'auront pas été capables de donner ces efforts-là. Et donc si tu as de l'ambition, c'est que tu vas être capable de faire ces efforts-là. Et donc si tu ne les fais pas, ah oui, ok. Du coup, ça veut dire que tu n'as pas cette ambition, parce que tu ne veux pas, quelque part, faire quelque chose de supplémentaire par rapport aux autres. Et du coup, tu vas donc accepter de rester dans ta zone de confort. Je pense que c'est ça l'idée qu'il y a derrière, tu vois. Mais qui confronte, en fait, deux générations, en fait. Oui. Mais en fait, je pense que, je te dis ça, mais j'ai en tête, par exemple, là, encore une fois, je fais une petite digression, mais toute la génération des Twitchers et des Twitcheuses
qui sont des personnes qui capitalisent à la fois sur leur facilité, donc création d'audience, création de communauté, échange avec les gens, sociabilisation, bref, et parfois même de leurs difficultés si ce sont des personnes introverties, mais qui en même temps sont ultra ambitieuses dans la manière dont elles veulent bien discuter tout le marché de l'économie de la création. Donc tu peux penser à comment Popcorn est en train de faire un boom sur justement le marché des émissions, comment la GP Explorer aussi a réinventé différents codes et a remis au goût du jour, même si en termes écologiques c'est désastreux, mais a remis au goût du jour certaines émissions et certains sports. Et pour moi, c'est un peu ce truc de se dire, si ces personnes sont allées au bout, elles commencent seulement à explorer leur passion et tout ce qu'elles peuvent faire, c'est aussi parce que ce sont des choses qu'elles apprécient faire et donc elles sont prêtes à mettre tous ces efforts et à se dépasser pour aller vers ces facilités et cette passion. Ils recréent une nouvelle façon de se mettre en action. Oui. Et Et c'est pour ça que je te disais, je trouvais ça un petit éthique de se dire, Ouais. on va s'auto-flageller en open space ou ailleurs pour poursuivre une ambition et une réussite qui n'est peut-être même pas en adéquation avec notre définition première ou celle du moins qu'on aimerait se fixer. je pense que c'est important de... Mais... Je pense que c'est hyper important de revenir là-dessus parce que c'est très souvent qu'en fait, à force de dire ça aux nouvelles générations, moi j'entends chez les jeunes et chez les étudiants une espèce de bruit de fond de toute façon, je suis pas motivée, de toute façon, je fais pas d'efforts, de toute façon je suis pas ambitieux. Enfin, il y a un peu cette espèce de j'ai accepté que je serais pas comme mes parents, comme ma tante, qui pensent que de toute façon je suis pas ambitieux. Donc en fait, je lâche prise. Et je vais trouver ma propre voie. Et c'est hyper ambitieux, en fait, de trouver sa propre voie, de trouver son propre chemin. Oui, j'allais dire, pour moi, elle est là aussi, la puissance. Et tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu fais partie des personnes qui sont jamais feignasses? Ah, moi, je qui ont suis jamais la flemme? ultra feignasse. Moi, mais c'est très souvent que je me retrouve dans une impasse où je procrastine, où je m'immobilise, enfin, tu vois, j'ai envie de rien faire et où rien me ferait plaisir. Et c'est justement là, parce que justement, j'ai l'impression que je fit pas dans un chemin que je devrais prendre, où j'ai l'impression que, tu vois, je devrais faire les choses de telle façon. Et je me dis, j'arrive pas à les faire de telle façon. De toute façon, je suis nulle ou je correspond pas. C'est à ce moment-là que mon tips, c'est vraiment d'essayer de se dire, ok, oublie ce que t'as en tête et demande-toi qu'est-ce qui te ferait plaisir, à quel endroit tu te sentirais bien pour justement essayer de te projeter dans cet environnement, dans cet entourage, dans ton corps, dans lequel tu serais bien, et mets-toi des petits paliers pour y arriver. Peut-être que le premier palier, ça va être d'aller te servir un grand verre d'eau. Oui, mais c'est trop bien. Ouais, mais n'empêche... C'est une étape simple à faire. C'est ça qui est encore mieux. Toi, c'est quoi tes tips Je crois que j'en ai dit pas mal, en fait. Je suis en train de me dire dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on est en train de se dire. Mais par rapport, tu veux dire, au moment où tu te sens démotivé? Ouais. C'est pas véritablement un tips, mais c'est se dire que t'as pas de moment de motivation si t'es jamais démotivé. Et donc, les hauts et les bas, ça fait vraiment partie du voyage aussi. Et on voit aujourd'hui, tu vois, toutes ces injonctions à la productivité, au fait que sur les réseaux sociaux, tu vois que le haut de l'iceberg des gens où tout le monde a l'air ultra motivé, ultra bien. Mais, tout le monde a des jours où on fait des grasses mat. Peut-être pas si t'es insomniaque, mais à des jours où on a besoin de faire des grasses mat et on se pose des questions sur le sens que prend notre vie. Et c'est tout à fait ok. Et c'est ça qui sublime encore plus. C'est les moments où on sera à notre top. Donc, go for it. Crois en toi. Ça va bien se passer. Donc, si tu... Je l'ai clairement dit pour moi aussi. ouais, c'est ce que j'allais te demander. Si tu voyais la Pauline de 17 ans ou un jeune, c'est plus facile de 17 ans devant toi que tu sens un peu chaland et motivé. Qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire et serait quoi tu penses la chose la plus inspirante que tu pourrais lui dire pour le mettre en mouvement, tu vois, de ton expérience? Il faut savoir que j'ai fait ma première année de césure à 16 ans. Et donc, il y a plein de choses que je sais avoir vécues qui n'étaient pas dans, le cours normal des choses, même s'il n'y a pas de normalité non plus. Mais ce serait, en fait, de profiter des terrains de jeu qu'on a au moment où on les a. Et que quelle que soit l'expérience, mais même dans notre quotidien, en fait, on peut
retrouver des choses qui vont nous mettre en joie et qui vont mettre des petites sprinkles de motivation. Ah, Ça serait quoi? Moi, j'allais dire que je pense que le plus grand ennemi de la motivation, c'est la peur de l'échec. Ah ouais. Pourquoi? Et que si je me motive dans quelque chose et que ça marche pas, alors c'est que peut-être c'était pas la bonne motivation, ou alors c'est que peut-être c'était pas le bon chemin, mais que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les hauts et les bas, ça fait partie de l'expérience, et que l'expérience fait une jolie vague avec ma main, et que un conseil que je pourrais donner et que je donne quand j'ai des jeunes de 17 ans en face de moi, ça serait que dans tous les cas, les échecs vont faire partie du chemin. Tout comme sur une route, tu vas tomber sur un caillou, tu vas tomber sur un petit cul de poule comme ça, un petit nid de poule comme ça. Et tu vas tomber sur un petit nid de poule, mais ça veut pas dire que ton chemin était le mauvais. C'est juste à ce moment-là, bon, moi, il y avait ça qui arrive. Et qu'il faut réussir à se dire, je crois en la petite étincelle que j'ai au début. Je crois dans ce truc qui me donne envie. Je me lâche la grappe sur ce que peuvent penser les autres, ce que peuvent penser mes parents, ce que peuvent penser mon entourage. J'essaye juste de penser à ce que moi je crois. Yes. Qu'est-ce qui m'a parlé, même dans des livres que j'ai pu lire ou dans des séries que j'ai pu lire. Okay, quel personnage, pardon. Je sais pas. Je sais pas. Non, même dans des livres que j'ai pu lire, dans des séries que j'ai pu voir. Peut-être un autre sujet d'ailleurs, qu'est-ce qui nous inspire, mais dans des séries que j'ai pu voir, qu'est-ce qui m'a inspiré, qu'est-ce qui m'a donné envie. Et c'est ce petit filament de vie qu'il faut aller chercher et suivre pour se faire confiance. Et pas toujours se dire comment je peux essayer de minimiser l'impact et l'échec que je vais avoir pour essayer de faire le meilleur choix. Enfin, vraiment, j'ai jamais vu personne de plus parce que déprimer quelqu'un qui doit faire ses choix sur Parcoursup, quoi. Alors, oh mon Dieu, si je me plante, qu'est-ce que ça va faire? Mais teste vraiment, teste à fond, quoi. Quand je suis partie chez WEC, ça venait de surmonter. Clairement, c'était un parti, un pari. Enfin, clairement, c'était un pari d'y aller. C'était un parti. C'était un pari. Ok, Lénine. Le national, le social. C'était un vrai défi, c'était un vrai pari d'y aller. Mais je me suis dit, de toute façon, teste. Au pire, ça fera une histoire à raconter. Ouais. Mais teste pour de vrai. Et aujourd'hui, je pense que je me suis pas trompée. C'est toujours une mission qui me plaît énormément. Et c'est toujours une mission dans laquelle j'ai envie de m'investir. Et dans tous les cas, je serai toujours super fière de dire que j'en ai fait partie. Et pour se motiver, ouais, c'est le fait de se dire qu'est-ce qui me ferait plaisir et qu'est-ce qui me rendrait fière. Et comment je peux essayer de le faire. Ah, trop bien. Sur le sujet de la motivation, est-ce que toi, il y a un point de vue particulier que tu as avec la piscine ou quelque chose de particulier dont on n'aurait pas parlé par rapport à ce que tu fais? Ce que j'ai dit, ça fait écho à plein d'échanges que j'ai pu avoir avec les nageurs, les nageuses qui composent la piscine et les alentours d'ailleurs. Mais c'est vraiment en fait ce genre de questions qu'on se pose au quotidien, avec un peu plus ce côté aussi de à la fois réfléchir à ses motivations, se poser les bonnes questions avant de se lancer dans le grand bain de l'orientation, mais aussi accepter, comme je disais, le fait qu'il y aura des moments où on aura envie de partir à la dérive, qu'on va peut-être changer, qu'on va peut-être se sentir mal, mais que ça fait partie du processus et que le plus essentiel, c'est en plus de trouver un écosystème ou des gens qui vont pouvoir être ressources et qui vont pouvoir être là et faire office de brassard dans les moments un peu de gros dames. Mais il n'y a pas de... J'aimerais te dire qu'il y a un message clé ou un chiffre clé que je pourrais te sortir comme ça, sorti de mon sac de piscine, mais absolument pas, parce que c'est vraiment, avant tout, je trouve, ces échanges d'humain à humain et de personne à personne qui nourrissent et qui font la richesse aussi des différentes directions que chacune va prendre dans la piscine. Je pourrais te parler des gens qui ont choisi de faire une reconversion, d'autres qui ont choisi au contraire de rester dans le même taf mais de changer un tout petit peu leur mission. C'est vraiment des choses qui sont après à l'échelle individuelle, mais des questions qu'on se pose à l'échelle macro dans le média. Ok. Ça faisait vraiment très TED Talk, mais c'est ça. Non mais je comprends. Nous on a un peu je pense que les motivations, c'est quelque chose qui est ultra central dans notre façon de fonctionner. On essaye vraiment tous ensemble de toujours se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, pourquoi telle personne communique avec moi de telle façon, et comment je peux essayer d'aller nous trouver sur un terrain d'entente sur nos valeurs ou sur nos motivations.
Parfois, on est amené à travailler en équipe avec des motivations qui sont très différentes. Mais on va toujours avoir des motivations qui vont se rejoindre. Par exemple, la motivation esthétique de cohérence ou la motivation cognitive. Et là où moi, il va y avoir un moment où peut-être c'est ma motivation utilitaire qui va plus parler parce que je veux que ça aille vite et je veux que ça soit rentable en termes de temps. Et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas du tout de motivation utilitaire. Il va falloir à ce moment-là que je me dise, ok, je sais qu'on se retrouve sur du cognitif. Donc, comment est-ce que je peux peut-être l'aider à apprendre quelque chose? Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire passer aux étudiants qu'on impacte ou aux entreprises qu'on accompagne, c'est de leur dire, pour mieux comprendre l'autre, si tu connais tes motivations, ça sera vachement plus facile de trouver un terrain d'entente, parce qu'on aura toujours un sur lequel on peut venir partager des leviers d'action communs. Et du coup, ça revient à ce qu'on disait au début, comment est-ce que tu trouves tes leviers d'action pour pouvoir te mettre en mouvement, tout en ayant du sens dans ce que tu fais. Trop cool. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé? Non, je pense pas. Pardon, je m'éclaircis la gorge. Mais non, merci beaucoup pour cet échange qui était super riche. Je suis encore en train de réfléchir à tout ce qu'on est en train de se dire. Mon cerveau travaille en fond. Pour les personnes que ces sujets de quête de sens, d'orientation, potentielle reconversion et plénitude intéressent, on peut toujours me suivre. Donc à la fois sur LinkedIn, c'est Apolline. Pareil, on peut s'inscrire à la Ploufletter, qui est vraiment là où je parle le plus de toutes ces questions dans la joie et la bonne humeur, avec beaucoup de jeux de mots. Ça qu'elle est très drôle. De la piscine, c'est lapiscine.substack.com. Et sinon, sur Instagram, où je suis assez régulièrement, toujours pour faire quelques petits mèmes et des posts éducatifs. Et toi, on peut te retrouver? On peut me retrouver personnellement sur LinkedIn, sur Lucie Moret. Vous pouvez aussi me retrouver sur la page LinkedIn de Wake, où on poste régulièrement des choses qui concernent la pédagogie, mais aussi vous pouvez être au courant des conférences qu'on peut faire, et notamment la prochaine qui sera à venir en décembre sur l'IA et la pédagogie, comment est-ce qu'on mêle les deux. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, @awake, et sur notre site internet www.awake.org. Merci encore pour cette conversation et je te dis à très vite. Merci à toi. Ciao. Salut.